Salut, ici Jérémy alias Mr Cool pour la chaîne Canal Hors Café. On est sur Genève, dans le quartier de Carouge, avec Frédéric Bailly. Salut Jérémy. Salut. Et on se fait ce petit entretien, on est à Ibis Style. Exactement. Non pas Ibis Style comme j'ai écrit, comme un nom pseudo-manga japonisant, je ne sais quoi, donc c'est Ibis Style. Et je suis bien content de te revoir. On s'était croisés plusieurs fois. La première fois, c'était au tournoi à Thonon-les-Bains. Exactement, ouais, c'était ça. Le tournoi, on avait fait le tournoi Lorcana. Oui. Et puis on s'était revus sur Lausanne pour échanger quelques cartes il y a quelques temps. Tu étais avec ta femme à ce moment-là? Exactement. Ok, ouais. On s'était passé te voir. Ah oui. Et ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de me dire qu'il fallait que je t'invite sur la chaîne et qu'on fasse un petit entretien, une petite discussion à la cool autour de tes connaissances du TCG et de l'Orcana en particulier. Ça me fait très plaisir. Donc déjà, ton prénom, âge, pseudo que tu utilises pour l'Orcana ou autre TCG? Alors de base, bon âge, 42 ans. Ça fait déjà bien des années que je joue au TCG. Autrement, mon pseudo, ça reste Heinz Goal, d'un manga que j'adore. Heinz Goal. Heinz Goal. Je le ferai afficher sans problème sur l'écran. Tu oui, me diras comment on l'écrit, je le mettrai. C'est principalement mon pseudo. Sinon, la plupart du temps, dans les petits tournois, événements, c'est Frédéric, tout simplement. Pas aller chercher bien loin. Mais si je peux utiliser mon pseudo, je préfère. D'accord. Et pour commencer, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu ton parcours de joueur. Déjà, comment es-tu tombé dans le TCG? Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens de pas mal d'amis dans la cour de l'école qui jouaient à Magic. Je ne savais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Moi, les cartes, ça ne m'intéressait pas du tout. Ça fait plus de 30 ans, en fait. Au collège, dans la cour de l'école, mes amis jouaient à ça. Est-ce que c'est ce genre de Oui, exactement. départ? Alors au début, je me suis un peu réfugié dans tout ce qui était un peu manga, parce que j'étais plutôt à me mettre dans mon côté. Et ça avait vers quel âge? 14-15? Ouh non, quand j'ai commencé dans les mangas, je devais avoir 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Non, j'ai commencé très tôt. Ok. Et au bout d'un moment, j'ai découvert, en fait, justement, j'adorais le Japon à l'époque déjà, et j'ai découvert certains TCG qui jouaient. Dont, au bout d'un moment, j'ai voulu me renseigner, et j'ai un ami qui m'avait parlé de Magic. Mais à cette époque-là, je devais avoir 11-12 ans quand j'ai commencé. Ah ouais. Donc j'ai commencé à jouer par Magic, et en 95-96, ce qui est arrivé? Pokémon. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. J'ai commencé dès le début à Pokémon, et à partir de là, j'ai toujours été dans les TCG. Du coup, en fait, ton vrai engouement pour le TCG s'est fait sur Pokémon, pas forcément sur Magic. Sur Pokémon. Magic, ça a été un peu ta porte d'entrée, mais voilà, c'était Pokémon. Exactement. Pokémon, parce que il y avait plus de convivialité, c'était plus amusant. Déjà rien que les personnages aussi sont plus rigolos, un peu plus dans le manga en lui-même, quoi. Et ça m'a permis de connaître bien des gens, de faire des tournois à gauche et à droite. Donc vraiment, c'était super fun. Donc directement, tu as fait des tournois un peu compétitifs très tôt, à cet âge-là? Non, c'était plus non, au tout début, c'était plutôt pour découvrir. Les premiers tournois que j'ai effectués étaient à Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Est arrivé un peu de temps après. Et j'ai fait d'abord des tournois de Yu-Gi-Oh! Et ensuite les Pokémon sont venus, mais ça se jouait plutôt à l'étranger. Donc on partait avec les amis, justement, qui est le président en fait, de l'association Pokémon à Lausanne. Et du coup, on partait à l'étranger pour justement faire des tournois. Et là, toujours dans les mêmes âges? Tu avais quel âge là? Oui, non, on était tous à peu près à 2-3 ans près, on est tous dans le même âge. Donc franchement, c'était juste génial. On a continué bien des années plus tard, donc même en tant qu'adulte où on avait les permis, donc on y allait en voiture. C'était beaucoup plus simple d'ailleurs. D'accord. Donc Pokémon qui t'a amené à Yu-Gi-Oh! Oui, Yu-Gi-Oh! Est sorti quelques années après. Vu que dès qu'un TCG sort, je m'informe et puis j'essaye. Parce que c'est vraiment une passion. Donc j'essaye toujours de connaître le jeu afin de savoir ce que font les gens, tout simplement, puis de voir comment ça avance. Et ça, à cette époque-là, tu étais basé toujours sur Lausanne ou tu étais ailleurs? Non, à cette époque-là, j'habitais, alors en tout début quand je jouais à Magic, j'étais à Gimel. J'habitais Gimel. Et ensuite, j'ai commencé à jouer vraiment à fond, j'habitais Servion. D'accord. Voilà. Ok. Et quand on s'était revus la dernière fois sur Lausanne, oui. Tu m'avais montré un magasin, je me souviens plus trop du nom, où il y avait pas mal de figurines dans le sous-sol.
Dans le sous-sol, Je crois un magasin plus orienté jeux de société et figurines. Tout ça devait être Mighty Game alors. Dans une descente. Bon, à Lausanne, Oui, il y a plein de descentes. c'est Voilà, Mighty descente Game, sur la gauche. effectivement, c'était Le un Mighty magasin Game. était fermé, il nous a Oui. ouvert pour nous là. Exactement. Et quand on était dans la salle du bas, tu me racontais des histoires sur tes tournois, enfin le fameux tournoi au Japon. Oui, C'était avec quel jeu ça? Pokémon. Avec Pokémon. C'était avec Pokémon. Donc là, Justement. je te laisse un peu me raconter parce que ça avait l'air d'être C'était un gros événement. C'est C'était pas un petit, très ça. très très gros événement. En fait, j'étais avec mon groupe d'amis à cette époque-là. Pour se qualifier, on avait des tournois suisses qui faisaient des tournois qui évoluaient au fur et à mesure. Et si on était dans les premiers, on gagnait nos places pour les tournois suivants. Si on était malheureusement au-delà des 3 premiers, on devait payer notre vol nous-mêmes. D'accord. Chose qu'il y a d'ailleurs dans pas mal de TCG, où le premier, où tout est offert, mais les autres doivent payer par eux-mêmes. Résultat, en fait, on est parti ensemble en bande au Japon, où justement il y a eu cet énorme tournoi Pokémon. Et j'ai des souvenirs juste incroyables parce qu'il y avait de tout âge, mais réellement de tout âge. Et ça, tu avais quel âge dans cette... Quand je Cette suis époque, parti on au fait le tournoi Japon, environ j'avais déjà fait un voyage, donc logiquement, je devais avoir 20, 21 ans, si je ne me trompe pas, ouais, D'accord. à peu près. Voilà. Et ça reste un souvenir que je n'oublierai pas. Et qu'est-ce qui t'a marqué en fait quand tu dis c'est un souvenir que tu n'oublieras pas? C'est quoi La- le fait de partager un tournoi avec plein de gens, C'est l'intensité, l'émotion? Voilà, l'intensité, l'émotion, le respect qu'il y avait, c'était juste incroyable. Le Et- respect dans le tournoi ou tu parles du respect des Japonais? De l'aspect du tournoi en Du lui-même. tournoi, d'accord. Et Bien des sûr, joueurs? les joueurs eux-mêmes entre eux, D'accord. ils étaient vraiment super. On discutait, on posait nos cartes, on allait voir ailleurs, Et aucun des gens problème. qui venaient du monde entier? Oui, pour il ce y avait tournoi, vraiment c'est de ça tout, et c'était juste vraiment mondial. Et c'est surtout qu'il y avait de tout âge. Je suis tombé justement sur une personne qui jouait, l'enfant devait avoir un grand maximum, je dirais 11-12 ans. Face à lui, il y avait une personne de plus de 90 ans. Ah ouais, d'accord. Et c'était incroyable. Il ne le faisait pas, c'était un Asiatique, il ne le Ah faisait ouais. vraiment pas du tout, mais c'était juste incroyable de voir ça. Et j'ai vu vraiment de tout âge pour le jeu. Donc comme quoi les TCG sont vraiment pas que pour les jeunes, Ouais, ouais, c'est bien pour sûr. tout âge. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué, moi qui démarre dans ce monde de TCG avec l'Orcana. Oui. Le fait de participer à quelques tournois, et notamment ce grand tournoi à Bologne qui a eu lieu, c'était mon plus grand. Je peux comprendre un peu ce que tu racontes, parce que c'est vrai que quand ça se passe bien, Oui. quand il y a une bonne ambiance durant les matchs, on en tire quelque chose de fort. En fait, je me rendais pas compte. Je me dis, moi, les jeux de cartes, les tournois, c'est pas. Non, il y a un truc, il y a quelque chose qui Il y a se passe. En fait. oui, il y a une énergie, il y a un échange. Et comme tu l'as souligné, effectivement, quand ça se passe bien, la journée passe, mais une vitesse hallucinante. Bah ouais. On est bien en fait, on passe Bah, une journée. J'appréhendais agréable. beaucoup les 9 rounds Oui. de Bologne en me disant mais comment je vais tenir 9 rounds qui fait 18 matchs à enchaîner. C'est long. Hein. Je vais pas tenir, je vais en avoir ras le bol, je vais arrêter avant. Je pensais même arrêter avant à un moment, mais en fait non. En fait ça se passe. Oui, On avance, exactement. on Bah, se c'est rend pas ça. compte, on enchaîne. Et en fait on finit un match, on se dit bah je vais faire mieux le prochain. Oui, exactement. Bah, c'est Donc en ça. fait c'est ce qui fait qu'on a toujours envie de continuer. Oui. Parce qu'on a envie de faire mieux. De Et puis quand de on gagne, s'améliorer, ouais, exactement. on veut gagner encore le prochain. Oui. Alors moi, c'est principalement le fait de gagner ou perdre n'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'adore jouer avec certains joueurs parce qu'ils ont des decks et des fois ils sortent quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est ça que je trouve fascinant. Dans une des anciennes vidéos que j'ai regardées, j'ai vu quelqu'un qui avait fait un deck justement dans le vert, dans l'Orcana, mais qui avait joué avec le personnage d'Atlantide. Elga Sinclair. Ah oui, la Il fameuse. avait joué avec Elga Sinclair. C'est ce que je chose jouais que pour je n'avais- Bologne. Je n'avais pas vu Je l'ai et j'ai mis dans trouvé mon ça deck. surprenant. Et ça m'a fait plaisir parce que je vois des choses qui sont propres aux personnes. Et ça change des photocopies quoi, des decks. Bah ouais, Mais c'est bon. sûr. Voilà, on fait comme on peut. Et donc, pour revenir un petit peu à l'Orcana, Oui. comment es-tu tombé dans l'Orcana? Alors, je pense que c'est un peu naturel, comme tu me disais, tu enchaînes tous les TCG, tu veux Oui. découvrir. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait rentrer différemment parce que tu aimes les Disney ou autre chose? Alors, principalement, déjà j'ai 3 enfants, donc Disney, je m'y Ah. connais plus que bien. Voilà. Mais principalement, c'est que j'avais vu des pubs en fait, qui tournaient sur Internet. Et par curiosité, petit à petit, j'ai voulu savoir, je me suis renseigné dans les magasins où ça allait sortir. Résultat, on m'a dit que ça allait arriver, c'était à Tangame à l'époque. Du coup, immédiatement, dès la sortie, je suis arrivé, j'ai voulu découvrir et j'ai plongé dedans immédiatement. Quoi. D'accord. Rien que les personnages, de se dire que on a des Disney qu'on tient depuis l'enfance, qu'on aime, se dire voilà, ça serait plaisir de les voir.
Résultat, dans les premiers, il y avait les Stitch, donc grand fan de Stitch aussi. J'attends toujours un peu plus de Planète au Trésor, mais j'en suis très fan quand même. Et tout de suite, quand tu as pris les cartes en main, lu un petit peu les pouvoirs, la règle, Oui. tu t'es dit, ok, ça me parle, ça peut être sympa. Parce que venant d'un peu du Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et sûrement d'autres jeux peut-être parallèles, Hearthstone ou autres, on en parlera, tu as peut-être trouvé ça peut-être un peu trop minimaliste et simpliste, ou alors c'est ce qui a... C'est justement t'a ce qui intéressé. m'a plu, c'est que l'Orcana sortait de l'ordinaire des autres jeux TCG, où c'est un tour par tour. On ne répond pas pendant le tour de l'adversaire, on attend son tour, donc on attend d'y réfléchir quand même, de voir ce que fait l'adversaire, mais de réfléchir à notre prochain coup. Et ça change vraiment de beaucoup de TCG. Il n'y a pas de répondant tout de suite quand l'adversaire pose une carte ou dès qu'il veut faire quelque chose ou attaquer, on attend. Et ensuite c'est à notre tour, donc c'est vraiment en connaissance de notre deck et à la chance de la pioche qu'on peut renverser la situation. Et ce qui me plaît dans ce jeu, c'est pas parce que l'adversaire est à 2 de l'or de gagner qu'on doit abandonner, parce qu'on peut retourner la situation grâce à une carte. Ouais, Donc c'est ce que j'aime bien dans cette optique-là de l'Orcana. Donc ça t'a parlé tout de suite. Oui. Dès le chapitre 1, tu t'es dit, il y a Dès le du chapitre potentiel. 1, les couleurs, d'abord j'étais un peu intrigué avec les couleurs, je me demandais à quoi correspondait chaque couleur. Alors dans les connaissances des autres TCG, j'ai vu du rouge, je me suis tout de suite dit c'est celui qui agresse qui va rentrer dedans, ça n'a pas loupé, donc au début malheureusement j'ai jamais été intéressé par le rouge. Et étonnamment, c'est le premier TCG où je joue du rouge. D'accord. C'est vraiment le premier. Et quand tu as commencé dès le chapitre 1, tu as commencé à construire tes decks de façon très créative, ou tu as commencé un petit peu comme beaucoup de gens, ils ont fait un deck aggro pour se lancer, pour voir un peu comment ça fonctionnait? Non, pas forcément. Dès l'entrée, en fait, j'ai même pas acheté un deck de démarrage, j'ai fait mon deck par moi-même. Donc j'ai vu qu'il y avait des Stitch, il y avait des personnages que j'aimais beaucoup, j'ai dit je veux partir là-dedans. Donc principalement j'aime bien un peu les vilains, donc tout ce qui est un peu maléfique, Madame Mime principalement, Ursula. Et quand j'ai vu qu'on pouvait tourner là-dessus, j'ai dit allez hop, je vais essayer, mais à mes propres idées quoi. Donc, Et à quel moment tu as été comment dire un peu plus à fond dans le jeu dès le chapitre 2, parce que beaucoup de gens, le chapitre 1, ils ont un peu démarré, ils ont commencé à faire, et beaucoup de gens disent à partir du chapitre 2 ou 3 que ça s'est un peu plus mis en place, parce que plus de choix de cartes peut-être. Alors, officiellement que je me suis mis totalement dedans, c'était dès le départ, mais plus dans l'optique de m'amuser, en fait. Découvrir le jeu, jouer avec d'autres personnes, d'interchanger, discuter, rigoler, s'amuser, vu que ça reste dans cette optique-là, à base, c'est un jeu de rôle, quoi. Donc, bien sûr. C'est le but. Et à chaque fois, donc dès qu'une nouvelle série sort, c'est de découvrir les cartes. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir un personnage que j'apprécie plus que d'autres? Ou un Disney que j'attendais? Comme là, par exemple, dans la dernière, étonnamment, pour l'instant, il n'y en a qu'une, je crois que j'ai vu. Il y a du Zootopie, mais qu'une carte. Donc, attendons de voir si ça va ressortir. Mais c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. J'espère, avec grand nom et beaucoup d'impatience, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui espèrent que ça va arriver, on attend de voir si ça se fait, parce que dans l'univers de Disney, c'est pas Disney à proprement dit, c'est Square Enix. C'est du... j'ai perdu le nom, excuse-moi. C'est un dessin animé? Non, c'est un jeu vidéo de base. C'est Kingdom Hearts. D'accord, Kingdom Hearts, étant donné que c'est un univers, en fait, le jeu est sur l'univers de Disney. Ça se joue avec les personnages de Disney. Et ce serait juste magnifique que cela vienne à arriver sur l'Orcana. Il y a eu d'amener des personnages dans ce jeu, dans l'Orcana, parce que de l'Orcana il y a déjà, vu qu'il y a du Mickey, du Dingo, du Daisy, il y a tout le monde. Mais de rajouter les personnages de ce jeu-là. Et ce serait vraiment juste magnifique. À voir, parce qu'apparemment il y a eu des discussions, on ne sait jamais, on verra bien. En tout cas, ils ont quand même pas mal de choix pour enchaîner les... Sans compter qu'il y a encore les Pixar. Les autres chapitres, oui, il y en a pas mal. Faut pas oublier, donc ça fait beaucoup. Mais non, ils ont énormément de choix et je pense que ça doit être quand même beaucoup de travail. Et donc pour le jeu, tu ne veux pas forcément rentrer pour collectionner les cartes au départ. Toi, tu es quand même joueur. C'était à la base pour jouer, mais je reste un âme de collectionneur. Donc oui, à un moment on tombe dans le piège. Oui. On est obligé. Oui. Et par rapport au jeu, est-ce que tu as une couleur, un deck, une mécanique préférée? Alors, comme je te l'ai dit avant, un des personnages. Pour le rouge? Alors, oui, enfin, tu as l'air de jouer le rouge. J'ai joué le rouge, effectivement. Je suis fidèle à ce rouge, mais la couleur première qui m'avait appelé, le violet. Violet, d'accord. Je suis un amoureux de Madame Mime, vraiment, j'adore ce personnage-là.
que je garde toujours. D'ailleurs, j'ai toujours le dragon Manamim dans tous mes decks violets. J'en ai toujours un, même si il ne sert pas à grand chose. C'est le plaisir de l'avoir. Donc elle est là. Et autrement, le violet a toujours été présent. Là, le vert me plaît énormément aussi, mais ça ne me plaisait pas avec les combos. Et le violet, qu'est-ce qui te plaît, hormis les personnages? C'est la mécanique du violet, le fait de bouncer et puis la pioche qu'on peut avoir avec ce deck, c'est ça? C'est exactement le fait de pouvoir piocher un peu plus rapidement, et chaque personnage se rappelle aussi grâce au Manamim, donc c'est de faire jouer quelque chose, de le faire revenir et de pouvoir réenchaîner un même pouvoir. Donc c'est vraiment une mécanique que j'aime énormément. Il faut y réfléchir peut-être un peu plus, surtout si on mélange avec d'autres couleurs, mais honnêtement cette mécanique-là de violet, je l'aime beaucoup. Ah, je comprends. Et ça, tu retrouvais un peu cette mécanique dans d'autres TCG? Alors, de violet, de récupérer, non, étant donné que... avoir la pioche en même temps, non, pas forcément. C'est pas forcément l'optique de beaucoup de jeux. C'est pas quand on joue une carte, c'est de la laisser sur le terrain. Soit elle part parce qu'elle a été détruite, mais pas de la ramener dans la main. Ok. Donc, en priorité, cette couleur violette avec cette mécanique. Et quelle autre couleur tu aimes associer? Avec le violet, comme tu l'as cité, bien, le rouge. Que pour la première fois, je joue du rouge dans un TCG. C'est vraiment cette optique-là, mais pour la 5e saison, je vais changer un petit peu. D'accord. Je vais partir dans du violet et avec du gris. Tu penses changer de couleur par la suite, rajouter une nouvelle couleur? Oui et non. Alors, je vais garder mon violet avec du gris cette fois-ci, mais je vais quand même garder mon rouge pour partir avec du vert. D'accord. Mais là, franchement, avec ce chapitre 5 qui est arrivé, ça ouvre les portes à pas mal de nouveaux decks là. Et le fait d'avoir viré Bucky et ce deck-là, on souffle un peu, non? Quelque part. Il y a tout un débat, c'est dommage l'avoir enlevé, tout ça. Alors on va dire que franchement, ceux qui soufflent, c'est ceux qui ne le jouaient pas, qui devaient l'affronter. Mais même ceux qui le jouaient reconnaissaient que c'était. Elle était puissante, mais je pense que d'autres cartes ont quand même aussi une bonne puissance, surtout d'autres qui arrivent actuellement. Oui, non, je suis d'accord. Alors, j'aurais pas été jusqu'à autant la sanctionner, la Bucky, mais dans l'ensemble, effectivement, c'est une carte très puissante comme elle était au départ. Et surtout, sur la fin du chapitre 4 là, on a trouvé plein d'astuces. Oui, énormément. Il y a eu plein d'astuces. Et encore, on n'a pas fini. Oui. On aurait pu trouver encore d'autres choses. Mais là, c'est vrai qu'avec la 5 vient à aider et à oublier Bucky, quoi. Voilà, on peut rentrer dans d'autres optiques. Oui, exactement. Ouais. Non, ça fait plaisir. Là, ça va pouvoir être que les gens se remettent un petit peu à lire leurs cartes et trouver autre chose. Exactement. Parce que là, ça devenait, franchement, pour les derniers tournois et cette fin de chapitre 4, ça devenait un enfer dans le choix des decks. Il y avait 4 decks qui tournaient et même les gens se disaient comment on va faire pour battre Bucky. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour battre Bucky? Donc si on n'y arrive pas, on va jouer Bucky. Histoire de au moins. Oui, Bucky contre Bucky, c'est le premier qui perd des cartes. Oui, exactement. Bon. Ouais, c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui disent oui, c'est dommage d'avoir mis autant d'errata sur une même carte. Mais au final, c'est des gens qui n'ont pas subi le Bucky assez souvent. Quand on l'a vraiment subi et qu'on n'a pas pu jouer. Parce que c'est horrible, on ne joue pas. On a un deck, je vois bien, on a une super stratégie, et on peut rien faire. Autant s'arrêter, poser les cartes et dire bon j'ai préparé quelque chose mais ça ne marche pas, ça ne sert à rien, tu m'empêches de jouer. Effectivement, donc, je peux comprendre. Au départ j'étais plutôt c'est dommage, machin, faut pas faire, il faut trouver des alternatives. Oui. Mais ça a trop bloqué toute la création de decks, franchement, les derniers tournois, c'est horrible. Oui, on voyait sans aller du vert quasi. C'était le vert gris ou bleu rouge. C'est ce qu'on voyait le plus. Donc, voilà. Donc là, ça fait plaisir. Là, je vois les gens se mettre à changer les couleurs. Chercher des couleurs, des nouvelles combinaisons. Bon, je pense qu'on va finir par la même chose à la fin. Il y aura quelques decks qui vont être dans la méta et qui vont peut-être tout gagner, je sais pas. On verra bien. Après, si on suit ceux qui font les decks, effectivement, on le saura assez rapidement. Mais c'est pas du tout dans mon optique. Et c'est là qu'est le côté intéressant de t'avoir fait venir et de discuter avec toi. C'est parce que tu fais partie des gens qui créent leur deck. Oui, voilà. Ils ne suivent pas la méta, Internet. Non. Et tu sors des decks insolites et tu as fait d'incroyables résultats. Alors, je ne sais pas si tu as en tête tous tes tournois que tu as gagné, je sais pas, tu as en tête, en tout cas pour les derniers Ursula, tu en as gagné combien? En tout, j'en ai eu 4. 4. J'en ai eu 4. Voilà. Effectivement.
Ça fait un paquet. Tu as eu des bons résultats aussi pour les tournois Stitch aussi. Oui. Alors pour les Ursula, c'est grâce à Bucky. C'est grâce à Bucky. C'est grâce à Bucky que j'ai gagné. Le Bucky m'aidait énormément, mais il y a 2 cartes que je jouais dans mon deck auxquelles je tenais absolument. La Bibidi Bobidi Boo et le Lucifer. Je l'aimais beaucoup. D'accord. Elle coûte cher, mais Tu l'avais mis dans ton deck. Je l'ai 3 fois dans mon deck. D'accord. Je l'ai fait 3 fois. Parce que le crap, il coûte un peu cher quand même. Elle coûte 5 effectivement, mais le fait de la jouer où l'adversaire doit choisir soit une carte action, soit défausser directement 2 cartes. Ouais. Mais si j'arrive à l'emboîter avec un Bibidi Bobidi Boo, ça peut aller jusqu'à 4 cartes à défausser. Ça peut faire très mal. Ah oui. Donc je l'aimais bien. Il y a vraiment certaines cartes que j'aime beaucoup et qui ne quittent jamais mes decks. Donc je les maintiens, j'essaie de trouver une méta avec ça. En étant honnête, est-ce que tu le jouais vraiment avec le même plaisir qu'un rouge-violet? Le Bucky? Ouais. Non. Non. Mais Madame Mime resteront ma priorité. Voilà. Et dans les rouges, la Lady Tremaine. Je l'apprécie énormément. D'accord. D'autres personnes préfèrent la Médusa, mais je sais Ouais. pas, elle a un petit truc qui me plaît en plus. Voilà. Ouais, le fait de laisser l'adversaire choisir de bannir une carte qu'il a envie, des fois il bannit la plus faible. Ça peut être un peu embêtant, mais on peut faire en sorte de faire qu'il choisisse celle qu'on veut nous. Ouais. Donc ça peut être faisable. Souvent à la fin, quand on pose la Lady Tremaine, il y a quand même des choses intéressantes en face. Oui. Donc quand il enlève une carte, c'est souvent des bonnes cartes. L'avantage que j'ai, c'est que Lady Tremaine est une méchante. Et ça m'arrange bien avec ma carte de Ratigan. Ton fameux Ratigan. Exactement. Que personne ne connaît, que personne ne joue. Non, à chaque fois on me la lit la carte parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'elle fait. Puis je dois détruire un vilain chez moi, mais j'emporte qui joue avec moi. Ouais. Donc une fois qu'elles ont fait leur travail, ça me convient des fois très bien. Donc toujours convaincu par cette carte? Oui. D'ailleurs, elle sera toujours là. Et chapitre 5, elle restera sûrement? Oui, ouais. étant donné que je fais du vert rouge, mais pour un deck vilain. D'accord. C'est pour ça. Donc tu auras pas mal de personnages que tu pourras Oui. bannir. Et quand tu bannis un de tes personnages, c'est quoi? C'est des personnages plus faibles ou qu'on fait déjà leur boulot? C'est principalement ceux qui ont soit déjà fait leur travail. Au début, il était dans le deck avec le violet. Donc c'était principalement une Madame Mime qui était là. Donc pouvoir jouer une Madame Mime, la renarde principalement, qui va pouvoir attaquer le même tour, faire des dégâts. Donc entre autres souvent détruire une carte adverse. Après de nouveau payer 3 ou faire chanter quelqu'un à 3 pour détruire ma Madame Mime et emporter quelqu'un avec moi, ça fait quand même mal. Faut l'admettre. Mais certains disent que détruire une carte chez soi, c'est pas forcément l'idéal. Après, comme je dis, on a chacun notre façon de voir ou d'optimiser nos decks. Bien sûr. Et moi, c'est une optique qui me plaisait bien. Voilà. Ouais. En plus, c'est une chanson. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Souvent, les gens pensent que c'est juste une action qui traîne comme ça. C'est une chanson. Oui. Voilà. Déjà des idées pour le chapitre 5 là? Oui. Alors, tu parlais du rouge-vert, Oui. le violet-gris. Exactement. D'autres choses qui t'intéressent? T'as pas l'air d'être très Amber Silsong. Non, non, je n'aime pas du tout le son. Du tout. Pour quelle raison? Simplement, alors, le premier point, c'est que les premières decks chansons étaient basées sur Ariel. Je suis pas du tout un fan d'Ariel, sauf Ursula, la méchante. Donc ça c'est marrant. Donc les personnages, l'univers de tes cartes compte beaucoup pour toi. Énormément. Justement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en foutent complet, qui connaissent même pas Disney, qui regardent aucun Disney, qui regardent les cartes en disant mais c'est dans quel film ça? Voilà. Ils savent rien. Non, alors non, moi c'est vraiment l'optique. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon violet, la Madame Mime reste toujours. C'est vraiment un Disney qui m'a énormément plu. Et du coup, j'ai joué avec. Là, dans le vert, je sais que malgré que je vais vouloir jouer méchant, il va y avoir un personnage donc, de la planète au trésor que je vais mettre dedans parce que c'est mon Disney préféré. Ouais, mais je trouve ça très intéressant je joue avec mes passions. De jouer avec tes passions, des coups de cœur sur des cartes, c'est sympa. Exactement. Après, c'est que je gagne ou je gagne pas. Ça permet d'y croire. Oui. Quand tu joues, tu dis je veux que Mime gagne, je veux que ces personnages gagnent. Simplement ça, ou même quand je me dis que si j'ai pas gagné, mais j'ai mon deck qui me plaît. Je suis content d'avoir joué avec mon deck. Tu as participé à une aventure avec tes personnages. Exactement. Non, c'est très sympa, très sympa. Et quelque chose qui m'intéresse souvent quand j'invite les personnes me parler des TCG, de leur cana, c'est un peu la psychologie. Bon, je sais pas si c'est psychologie ou des compétences. Je vais jouer les mêmes decks et ça passe pas pareil. Ça ne marche pas. Je comprends pas à quel moment, pourquoi ce joueur-là, avec le même deck, arrive à gagner tous ses matchs. La part de hasard. Alors le pairing sur les matchs, je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses. Dans un tournoi, je vois les grands tournois, par exemple, que j'ai participé à Bologne. Le pairing au départ, contre quel deck on va tomber, quel niveau a le joueur en face de soi, le hasard de ta pioche,
le hasard encore du mulligan Oui. que tu vas faire. Exactement. Ça en fait des paramètres. Mais bon, disons qu'on enlève tout ça. Il y a quand même quelque chose qui différencie les joueurs. Alors, quelque chose. l'expérience déjà aide beaucoup. On sait, comme par exemple pour moi qui joue Bucky, je sais qu'au début de ma main, il me faut juste certaines cartes. Si je ne les ai pas, autant changer radicalement ma main pour essayer de les récupérer. Si certaines cartes je les aime, je sais qu'elles peuvent m'être utiles au 2 ou 3e tour, je fais plutôt une optique en me disant bah tiens, si j'arrive à choper ça, ça m'ira et je peux recommencer mon jeu. Oui, et puis en plus, si tu es premier joueur ou second joueur. Ça a une influence. change Alors aussi. moi, étonnamment, dans ce jeu-là, ça m'est complètement égal. Ah ouais. Je n'influence pas du tout parce que je me Ok. dis que si je commence, j'ai l'encre. Si je commence pas, j'ai la D'accord. pioche. Donc Et tu as vu qu'il y a des perturbe gens pas. qui ont vraiment des stratégies Oui, très oui. différentes s'ils démarrent ou s'ils sont Oui, second exactement. Ça, Ça j'ai vu influence ça. beaucoup par rapport au jeu parce que ne pas pouvoir piocher, du coup, on sait qu'on a une carte en moins, mais c'est l'encre qui va aider. Donc, il faut partir sur cette optique-là. Si on Et est de en deuxième, découvrir le c'est la deck pioche. en premier, Oui. de ce que l'autre va jouer, Exactement. quelle carte va poser. Bah là, simplement, rien que déjà que jouer la première carte, jouer Diablo, on connaît directement la main de l'adversaire. C'est Ça a sûr. aidé beaucoup. Mais autrement, c'est vraiment ceux qui ont de l'expérience savent que quand ils jouent une carte, ils ont plus de chances de choper cette carte au bout d'un moment, même si c'est une question de chance. Mais D'accord, là, on s'y donc là tu apprête. parles d'expérience dans l'anticipation Oui. Au départ, déjà. Exactement. Au départ. Mais après, dans le jeu, dans la vision du jeu, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont meilleurs et qui tiennent? Et on voit selon des joueurs dans pas mal de tournois, ok, même s'ils ne sont pas premiers ni dans le top 3, ils sont toujours présents. Oui, oui. Dans les top 8, top 16, ils sont toujours par là, ils traînent, ils gravitent autour. Ben, c'est simple, c'est qu'effectivement, quand on a une main, par exemple, certains vont jouer une carte, alors que quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dira non, c'est si ta mère t'en de la garder pour jouer une autre. Des fois, se précipiter trop peut être mauvais. D'accord. Mais ça, on joue tous différemment. Ah Et ouais. en s'entraînant, on voit qu'on devrait jouer autrement. Et en essayant, on voit que ça va mieux. Et c'est ça qui fait. C'est vraiment cette expérience de jouer, de s'entraîner qui aide beaucoup. Et aussi, est-ce que c'est important? Enfin, je crois que j'ai déjà la réponse. Le fait de rester sur un deck pendant pas mal de temps, c'est quand même important. Beaucoup de gens changent leur deck. Oui. On joue ça, ah non, c'est pas très bien, on joue ça. Ah, ils ont des résultats, donc ils disent, ah, celui-là, il est meilleur. Il Alors- faut quand même connaître son deck pour anticiper, pour savoir exactement tout ce qui va arriver. Non, non, tu as totalement raison. Si plus tu joues avec ton deck, mieux tu vas le connaître. Par contre, effectivement, quand tu vas jouer, tu vas le connaître, tu sais que tu vas devoir faire quelques modifications pour l'améliorer. Bien sûr. Mais ça, c'est si tu regardes en fonction de d'autres decks. Par exemple, comme tu l'as cité il y a 10 secondes, quand tu vas jouer, tu vas dire ça ne me convient pas, tu vas aller regarder une vidéo pour dire non, lui il a joué ça comme ça, ou avec cette carte-là, tiens, je vais mettre celle-là. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vrai que mon deck, je le fais justement avec cette passion que j'ai. Et bah, en fait, à un moment donné, je me dis, bah là, je sens que cette carte, elle va arriver. Être en amont, la plupart du temps, elles arrivent. C'est un pur hasard. Ça reste du hasard au piochage. Ouais. Mais j'ai tellement cette joie de vouloir jouer que je dis, même si j'y arrive pas, je suis content. Et étonnamment, le jeu, ben, il rentre, il me suit en fait. Et c'est comme ça que je m'amuse avec leur canap, tout simplement. Et est-ce que le joueur doit, comment dire, se créer un deck selon sa compréhension des mécaniques? Parce qu'il y a des decks qui sont complexes. Oui. Des decks bleu-gris Oh, sont complexes. Je dirais pas que ce sont les decks les plus forts, mais est-ce qu'il faut toujours s'adapter en disant tu peux être un très bon joueur avec un deck avec des mécaniques simples que tu comprends bien, tu sais à quel moment les mettre en place, les combiner, plutôt que d'essayer de prendre des decks qu'on dit qui sont très forts mais peut-être beaucoup plus complexes dans les Oui. mécaniques. Alors, ben, comme si on débute dans le jeu, à chercher à vouloir faire un deck totalement comme un expert, ben, Alors, on va devoir chercher le deck. En lui-même. débutant bien entendu, mais en étant quelque part expert. Oui. Est-ce qu'au final, il y a quand même un choix en disant, moi dans ma psychologie, c'est ce genre de mécanique que je maîtrise. Oui. Un peu dans tous les sens, quand, Ouais, quand je suis en train de perdre, je sais comment remonter. Oui, exactement. Alors je vois ce que tu veux dire, effectivement. En jouant avec notre deck, comme tu l'as dit, on va connaître mieux notre deck, on aura une optique comment jouer. Si on s'entraîne au fur et à mesure du deck, ça va jouer. Par contre, quelqu'un d'autre aura peut-être le même deck, mais il sera parti avec une seule carte, même changée, une autre optique. Donc jouer autrement, et ça va lui convenir totalement. Ouais. Par exemple, ben, comme je l'ai cité avant, moi j'aime bien Madame qui fait de revenir sans arrêt. Il y en a qui n'aiment pas trop, parce qu'ils oublient peut-être de partir à l'aventure, de faire un événement avant, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer sans arrêt renvoyer. D'autres préfèrent, comme tu l'as dit, jouer
carte par carte, faire leurs effets mais qui sont sur le terrain, et non devoir réfléchir à je vais devoir envoyer ça, rejouer ça, devoir incliner. Ça demande beaucoup de combos, et ça, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas ou qui ne l'apprécient pas. Ouais. Et puis on peut faire des erreurs. Oui. De ne pas le faire dans le bon sens et finalement Exactement. rater la stratégie. D'où l'intérêt de jouer avec des amis et de s'entraîner. Ouais. Ça permet de peut-être éviter ce genre Et de d'erreurs. rester, de persévérer sur un deck. Bah, j'ai Parce malheureusement qu'à quel vu, moment tu te dis, ouais, ce deck-là, il n'est pas terrible. Comment Alors- on peut vraiment prétendre dire, ce deck-là, il n'est pas terrible. C'est dur, Alors, je trouve. bah, le fait est que personnellement, je ne l'ai jamais cité parce que un deck que moi-même je pourrais peut-être trouver ne pas terrible, un autre expert le dirait, ben non, regarde, tu fais juste ça, Ça et ça ça, va nickel. Ouais. Et par exemple, dans l'Orcana, moi personnellement, le bleu et le jaune, je n'y arrive pas. Tu auras beau me faire un deck qui tourne très très bien, je n'y arriverai pas. Parce que je n'arrive pas à visualiser les combos quand je vois les gens qui font avec leurs chansons. Je suis là, ah ouais, pas mal le combo, je suis étonné, mais je ne l'aurais pas pensé. Parce que ça ne me correspond pas du tout. Voilà. D'accord, donc il y a vraiment une synergie, des combos qui correspondent à une personnalité et une psychologie. hein. Oui. Alors après, le Bucky est souvent venu, d'ailleurs beaucoup de gens ont joué le Bucky parce que l'idée de défausser la main de l'adversaire faisait plaisir à beaucoup de gens. C'est une optique qui disait, bah tiens, l'adversaire il peut pas jouer, il est embêté, donc tout le monde est devenu dedans. Et le combo n'est pas bien compliqué, du moment que Non, non, Bucky est là, non. un shift, tu défausses. Oui, oui. En revanche, les chansons, c'est aller chercher les chansons qu'il faut, donc il faut savoir quand piocher, quand la jouer, à quel moment, c'est un peu plus recherché et c'est ce que je trouve fascinant dans ce jeu-là. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce que tu racontes sur Amber Silksong, à chaque fois que je joue contre un Amber Silksong qui maîtrise et qui est très fort, notamment genre, je me suis fait exploser à Bologne contre un gars des Pays-Bas au round, je sais plus, 6, un truc comme ça, je revérifierai, Oui. qui a joué Amber Silksong, mais à la perfection. Alors, C'était beau à voir. Je oui. le regardais, j'avais le sourire sur les lèvres, il était très concentré, mais très à la cool. Et les cartes sortaient dès le départ, les gros sorts, Mais boum. on voit, il est à l'aise, il joue normalement, comme s'il savait que ça allait arriver. Ouais, ouais. J'ai aussi effectivement une connaissance qui joue le Sting Song, et chaque fois que je le vois jouer, alors il joue très rapidement, mais des fois c'est hallucinant ce qu'il arrive à sortir. Ouais. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve Pareil ça- pour le c'est- bleu C'est un rouge. deck qui a beaucoup de classe Oui. à avoir Voilà. joué. Et il y a aussi Des le bleu rouge, possibilités. il y a les styles. Bleu rouge, il y a- par voilà. exactement. Amber Silksong, bleu rouge, bleu gris. Oui. Ils ont un truc. Oui, Ils ont un truc exactement. très classe à avoir joué. Le fait, surtout là, moi ça me fait toujours sourire. Parce que le bleu rouge ou bleu gris, je pense que je pourrais pas l'assumer. Parce que d'arriver, de se faire dominer 16 points ou 17 points et de dire j'ai pas perdu, Oui. sous Ouais. fétiche, ou Tamatoa et 25 objets, merci, Oui. au revoir, fin de partie. Il y en a qui stressent à cause de ça, mais non, justement, comme Si. je dis, on peut revenir, retourner ouais. tout en une Et fois. oui, c'est étonnant, moi, je dis, c'est surprenant. Ah oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser et connaître son deck en lui-même. C'est pour ça que le construire en soi-même, on sait ce que l'on met dedans, on connaît mieux notre deck. Ça, c'est intéressant. Donc là, ce que tu viens de dire, le fait de passer un peu de temps à créer son propre deck, Oui. à réfléchir, on le maîtrise mieux au final. Pour moi, personnellement, Ça je me paraît dirais un peu oui. logique aussi. hein, c'est vrai. Après, il est vrai que si on regarde un deck qui a été déjà construit, on regarde les vidéos, comment il a joué, on va l'enregistrer. Mais c'est pas pour autant qu'on va voir les cartes à ce moment-là identiques, donc Ouais. ça peut changer. Alors que si on le fait nous-mêmes, on sait les cartes qu'on peut attendre. Et là, est-ce que tu aurais un conseil, je sais pas, quelque chose, une arme secrète qui fait que si on écoute ce conseil-là, on pourra vraiment progresser ou, Alors de progresser, alors j'aurais pas vraiment un conseil à proprement dit. Le plus important pour moi, c'est simplement amusez-vous. C'est de chercher à trouver le plaisir de jouer, d'avoir une personne en face de soi qu'on ne connaît pas, de le découvrir dans un jeu. C'est un échange. Pour moi, c'est ce que je trouve justement magique dans ce jeu-là. Et c'est pour moi le plus important en fait. Oui, bien C'est sûr. de cet échange-là, d'avoir le plaisir de jouer et simplement de découvrir les cartes avec les gens. Simplement ça. Après, l'expérience, le fait de jouer, de s'entraîner, c'est ce qui va aider à s'améliorer. Et est-ce que en tout cas j'ai eu l'impression là, avec cette fin du chapitre 4 et ma propre expérience, c'était de réellement à un moment donné, par exemple une fois qu'on a vu apparaître 4-5 decks de la méta, je me suis dit, en tout cas peut-être par la suite, je vais vraiment créer ces decks-là, les avoir
et les jouer. Même si je ne les jouerai pas en compétitif, je veux les jouer pour comprendre un peu le principe et comprendre les cartes qui vont arriver. Oui. Parce que je me suis rendu compte, pour Bologne, au final, j'étais parti pour jouer violet-rouge. Ouais, j'aime bien violet-rouge, ça me plaît, je me suis entraîné beaucoup avec violet-rouge. Je compatis. Tu fais des retournements incroyables sur la fin. Mais j'ai eu peur de Bucky et j'avais joué un peu Bucky. Je suis allé avec Bucky pour le tournoi. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur un violet-rouge, bah, ça me paraissait hyper simple pour moi. Oui. Parce qu'en fait, le violet-rouge, j'avais pas, en tout cas ce genre de deck, peut-être pas contre toi, mais contre tous ces joueurs-là, c'était tellement prévisible. Oui. Donc en fait, comme je jouais avant, je savais exactement ce qui allait se passer à chaque tour. Et au final, je me suis dit, peut-être qu'en fait, il faut jouer, je ne vais pas dire 25 decks, mais au moment où on finit sur 5 decks de la méta en fin de chapitre, est-ce que tu penses que ça peut être un conseil ça? J'avais l'impression que c'est bien de connaître vraiment bien ce qui va arriver dans cette couleur. Alors moi j'aurais plus tendance, pas forcément voir les decks, mais effectivement quand il y a une nouvelle série qui sort, je lis les cartes. Je les lis vraiment toutes. Et même si les couleurs ne m'intéressent pas, comme un peu le jaune ou le bleu, mais je sais ce qui peut m'y attendre. C'est-à-dire que si quelqu'un vient jouer le jaune, je peux me dire, tiens, je risque de voir cette carte-là. Là, dans le bleu, je sais que beaucoup de gens cherchent le Mufasa, je connais son effet, je me dis, voilà, si je sais qu'à partir de temps, il peut me la jouer. Le rouge, tout le monde sait que du moment que l'adversaire il a commencé à avoir 6 encres, on sait qu'au 7e, il risque d'arriver cette carte-là. Ah ouais. On connaît certaines cartes et on s'y habitue. Par contre, effectivement, avoir ce côté imprévisible, comme moi par exemple, c'est que Ratigan, les gens s'y attendent pas et au tour 3, pourtant, hop, je débarrasse quelque chose. Ah ouais. C'est surprenant et c'est ces petites surprises que j'aime bien faire. Donc du coup, ça pourrait être la petite astuce aussi, c'est-à-dire attendre, pas attendre, mais quand on arrive une fois qu'il y a, je sais pas moi, 5-6 decks de la méta où tout le monde se dit, c'est les decks qu'il faut jouer, peut-être s'en inspirer et en fait changer quelques cartes stratégiques à certains moments. Les gens s'attendent au tour 5, comme on dit, tour 5 sur le rouge, c'était tout le temps Maui, qui arrivait au 5e. Au final, non, il n'y a pas ça qui arrive, il y a autre chose. Oui, alors moi, justement, je fonctionne plutôt comme ça. C'est de faire quelque chose que l'adversaire n'aura pas l'habitude de voir. Ah ouais. Il Parce que lui, il va garder cartes. certaines cartes pour anticiper et en fait, non. Exactement, c'est exactement ça. C'est pour ça que quand je joue, par exemple, avec mon violet-gris, le violet-rouge, j'ai toujours des cartes, l'abri pépère de la garder dans la main, c'est bien, mais on sait que quand il y a du vert, il peut nous les enlever. Donc au final, je me dis, ne pas compter dessus, s'en débarrasser et espérer jouer autrement, tout simplement. Et du coup, je change ma façon de jouer, ma méta, et des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Tes futurs tournois, il y a des choses qui sont prévues en tant que joueur, et aussi tu es beaucoup un petit peu dans l'organisation d'événements autour du TCG. Oui, alors j'ai des magasins avec qui je joue, avec qui je partage cette passion-là, et effectivement j'organise les tournois pour ces magasins même. Donc souvent chaque mois ils me recontactent, j'organise pour plusieurs mois. Là par exemple sur Mighty Game, il m'a annoncé qu'il y avait au mois d'octobre justement donc, Mighty Game, c'est un magasin qui se situe sur Lausanne. Lausanne, exactement, sur les Hauts de Lausanne. Donc Hauts de Lausanne, je tiens à préciser toujours au centre de Lausanne, mais sur les hauteurs, vu comme tu l'as cité, ça monte et ça descend. Mais ils m'ont justement annoncé que pour octobre, il y a le nouveau tournoi challenge où on peut gagner ces cartes promo enchantées. Qui vont arriver. Donc ces tournois challenge, c'est ce qu'on avait pour les Ursula, pour les Stitch. Et là, c'est la Madrigal. Exactement, ce sera la Madrigal à gagner. Et là, apparemment, ça va arriver. J'espère juste qu'il y aura cette idée pour que la carte soit pour les 8 premiers, dont les top 8. Ça modifierait, ça changerait bien les choses. Ah, c'est ce que j'ai cru entendre, oui, ça. J'ai entendu la même chose, je ne sais pas encore. Parce que d'habitude, c'était quoi, les 3 Les 4, c'est pour le top 4 qui recevait la carte et les 2 premiers le tapis. Ils feraient les 8. Le top 8 recevrait la carte. Mais est-ce qu'ils feront la même chose avec le tapis? Est-ce qu'ils vont donner pour les 4 premiers le tapis? À savoir, ça je ne sais pas. Ouais. Mais à voir, mais ça arrive normalement au mois d'octobre, mais la réponse officielle arrivera le 3 septembre je crois. Et aussi, d'ailleurs on se rencontre ici à Ibis Style. Exactement. C'est pas juste parce qu'on s'est organisé de se voir à l'Ibis Style dans un hôtel, non. Non. Il y a une raison derrière tout ça. Oui exactement, en fait, ils m'ont contacté il y a quelques jours pour éventuellement essayer de faire des événements Lorcana. Donc à l'hôtel Ibis Style, donc à Carouge à Genève, comme tu l'as cité. Dans tous les hôtels Ibis ou en priorité Ibis Style de Genève, parce qu'en fait ce que j'ai vu dans la décoration, c'est autour un petit peu j'ai vu des bandes dessinées, des jeux. En fait, là je l'ai découvert aussi en même temps que toi en venant aujourd'hui. Le café s'appelle Café Dessiné.
Tu as une affiche derrière toi justement. Et c'est vraiment sur la bande dessinée et apparemment ils font des TCG. Ils m'ont parlé D'accord. qu'ils ont déjà fait peut-être Pokémon et Magic. Ok. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais pas essayer d'organiser pour du Lorcana. D'accord, bah Donc super. ce serait vraiment l'idéal de pouvoir partir sur Genève pour faire aussi cet événement. Donc pour l'instant, c'est juste des discussions, il n'y a pas de date de calé par rapport à ça. Ça, j'ai prévu avec eux, il y aura quelque chose qui commencera à partir de novembre. À partir de novembre. Oui, je vais D'accord. m'organiser pour qu'à partir de novembre, on puisse faire des événements ici. Ok, bah super, super. Bah on suivra ça de près, hein, Avec plaisir. parce que je pense que ça ramènera déjà des gens de Genève, de Lausanne, Suisse romande en général, Oui. et le côté frontalier en France, où il y a pas mal de joueurs aussi, hein, donc C'est ce qui me ça plairait peut bien. ramener du monde. Oui, ce serait chouette. Et une autre petite info que tu me parlais d'un nouveau TCG. Oui, il y a un TCG qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Enfin, cela dit pas très longtemps, ça fait quand même. Là, il y a la 4e ou 5e qui arrive aussi. D'accord. Comme pour l'Orcana à peu près. C'est tous les 3 mois, ça arrive à peu près à la même chose. Et ça s'appelle Shadowverse. Shadowverse. C'est à peu près il existe cette application de jeu sur téléphone qui a le même style que Hearthstone. Ok. Et le jeu, franchement, est juste magnifique. Le petit, les cartes ne sont qu'en anglaise. Donc D'accord. pour ceux qui ne parlent pas beaucoup anglais, c'est un défaut. Mais j'admets que cet univers est juste magnifique. C'est un jeu de cartes énormément joué en Asie. Vraiment. Et ça, c'est un jeu, donc tu disais comme Hearthstone, c'est-à-dire que c'est aussi une application. Non, alors on a l'application de jeu, mais il existe réellement en physique. cartes. D'accord. Et en physique, malheureusement, il y a très peu de magasins qui les vendent. Et franchement, c'est un jeu qui est juste excellent. Les images sont magnifiques. On doit un peu comme dans l'univers de l'Orcana choisir un peu sa faction, donc ce qu'on veut jouer comme couleur. Et c'est vraiment bien. C'est un peu Et plus. l'univers du jeu, c'est quoi? C'est un peu comme un peu fantasy comme Magic ou pas du tout? C'est très fantaisique. D'accord. On reste dans des couleurs, style un peu le vert, qu'on partira avec les elfes, les fées. On aura dans le violet où on partira avec les vampires, les fantômes. C'est plus dans le style comme ça. Mais honnêtement, c'est un jeu qui est magnifique pour ceux qui voudraient juste découvrir. Il y a Ah, pareil avec regarde. des très jolies cartes. Oui, les cartes sont vraiment magnifiques. C'est à voir, franchement, ça vaut la peine. C'est facile de jouer, c'est pas très cher non plus. Et on rentre très vite dans le jeu aussi. D'accord. Et ça, dans les environs, on se procure où ces cartes-là? Alors, à nouveau, vous avez un Mighty Game, c'est totalement possible de les Mighty Game obtenir. à Lausanne. ok, Il y a on aussi peut- le Tanigami, je sais qu'il vendait ces cartes-là. Mais dans les principaux, je sais qu'en France, ils en ont aussi, à mon avis. D'accord. On peut le trouver un peu partout. Faut Donc juste ça, tu le chercher. recommandes en tant que joueur TCG. C'est un jeu vraiment qui c'est est sympa. Oui, je le recommande à jouer. Un jeu compliqué? Non, on rentre très Non. vite en jeu. Disons que les règles pour jouer, c'est quand même plus simple que Pokémon. D'accord, c'est plus simple. Oui, ça rentre très vite. Pour ceux qui jouent à l'Orcana, apprendront à une vitesse grand V à savoir comment jouer. Ok. Et puis dans les nouveautés d'ailleurs actuellement, il y a aussi Altered qui est arrivé, Ouais, c'est ça. que je conseille, qui est vraiment sympa aussi. Ouais, qui est plus Mais un voilà. mix entre TCG et ambiance un peu de jeu de société. j'ai trouvé, hein, Exactement, oui. qui était sympa. J'ai bien aimé, j'ai pas assez joué. C'est un budget aussi. C'est encore un budget, on va rester sur l'Orcana pour le moment et Oui. on verra. Ok, eh ben Frédéric, je te remercie pour cette petite interview, entretien, c'est très sympa. Merci à toi de me l'avoir proposé. Et on se recroisera sûrement dans les environs, sur Genève, Lausanne ou lors de futurs tournois du côté suisse ou français J'espère. ou Jérémy. ailleurs dans le monde. Ce serait plaisant. Ce serait plaisant. Je te remercie, à très bientôt. Merci à toi, Jérémy. Salut à tous. Au revoir.